Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, je vous lis la suite du livre Sacrée sorcière de Roald Dahl. Et ça sera donc la partie 2. Alors je ne vais pas rappeler à chaque fois, faire un rappel des épisodes précédents parce que ça risque d'être un petit peu long. Donc il faut vraiment que vous suiviez la lecture de chaque épisode les uns à la suite des autres. Je l'indiquerai sur la vidéo. Là, celle que j'ai publiée, il y avait écrit 1 sur la couverture. Et celle-ci, il y aura écrit 2, donc pour vous montrer que c'est le deuxième épisode. Voilà, donc on s'installe tranquillement avec son coloriage, ses feutres, ses crayons, dans un endroit où on ne sera pas dérangé et où on pourra bien se concentrer. La première enfant, commença ma grand-mère, s'appelait Ranguilde Hansen. Ranguilde était une petite fille de 8 ans. Un jour, elle jouait sur la pelouse avec sa petite sœur. Leur mère, qui préparait du pain dans la cuisine, sortit pour respirer un peu. Où est Ranguilde demanda-t-elle. Elle est partie avec la grande dame, répondit la petite sœur. Quelle grande dame demanda la mère. La grande dame aux gants blancs, répondit la petite sœur. Elle a pris Ranguilde par la main et elle l'a emmenée avec elle. Personne ne revit jamais Ranguilde. Est-ce qu'on l'a cherchée demandai-je. On l'a cherchée à des kilomètres à la ronde, oui, répondit grand-mère. Tous les gens du village s'y sont mis, mais ils ne l'ont jamais retrouvée. Et qu'est-il arrivé aux 4 autres enfants demandai-je. Ils ont tous disparu, tout comme Ranguilde. Avant chaque disparition, une étrange dame rôdait devant la maison. Mais comment ont-ils disparu dit grand-mère. La seconde disparition fut fort curieuse. Les Christiansen vivaient à Holmenkollen et dans leur salle à manger, il y avait une vieille peinture à l'huile dont ils étaient très fiers. Le tableau représentait des canards dans une cour devant une ferme. À part cette flopée de canards, il n'y avait aucun personnage. C'était un grand et beau tableau. Eh bien, un jour, leur fille Solveig revint de l'école en croquant une pomme. Elle dit qu'une gentille dame la lui avait donnée dans la rue. Le lendemain matin, la petite Solveig n'était plus dans son lit. Ses parents la cherchèrent partout, mais en vain. Et puis, soudain, le père s'écria. « Je l'ai trouvée! Solveig donne à manger au canard !» Il désignait le tableau, et en effet, Solveig s'y trouvait. Dans la cour de la ferme, elle faisait le geste de jeter du pain au canard. Le père courut vers le tableau et le toucha. Mais cela ne servit à rien. La petite fille faisait partie du tableau. Elle était peinte sur la toile. « L'as-tu vu ce tableau » dit grand-mère. « Oui, plusieurs fois. Et le plus curieux, c'est que la petite Solveig changeait chaque jour de place. Une fois, elle regardait par la fenêtre de la ferme, une autre fois, elle se tenait sur le côté gauche du tableau, un canard dans les bras. « L'as-tu vu changer de place, toi, grand-mère » Non, ça, personne ne l'a vu. Quand elle donnait à manger au canard ou qu'elle regardait par la fenêtre, elle ne bougeait pas. Ce n'était qu'un petit personnage peint à l'huile. Et de plus, elle grandissait avec les années. 10 ans plus tard, la petite fille était devenue une jeune fille. 30 ans plus tard, c'était une femme mûre. 54 ans plus tard, elle disparut brusquement du tableau. Elle était morte, grand-mère ? Sait-on jamais ? Il se passe de si mystérieux événements dans le monde des sorcières. Et qu'est-il arrivé au 3e enfant dit grand-mère. La 3e s'appelait Birgit Svensson. Elle vivait en face de ma maison. Un jour, des plumes se sont mis à lui pousser sur le corps, et en un mois, elle était devenue une grosse poule blanche. Bientôt, elle se mit à pondre des œufs. Pendant des années, ses parents la gardèrent dans un enclos au milieu du jardin. Ils étaient comment ces œufs, grand-mère ? C'étaient les plus gros œufs bruns que j'ai jamais vus. Sa mère en faisait de délicieuses omelettes, d'ailleurs. Je regardais grand-mère, qui ressemblait à une vieille reine assise sur son trône. Ses yeux gris paraissaient fixer un point au loin. Seul son cigare semblait réel, et des nuages de fumée bleue tournoyaient autour de sa tête. Mais la petite fille qui s'est changée en poule, a-t-elle disparu demandai-je. Non, répondit grand-mère, pas Birgit. Elle a vécu ce que vivent les poules, quelques années, en pondant toujours des œufs bruns. Et tu m'avais dit que tous les enfants avaient disparu. Oh, je me suis trompée, répliqua grand-mère. Je suis vieille, tu sais, je perds la mémoire.
Qu'est-il arrivé au quatrième enfant, grand-mère? Le quatrième était un garçon nommé Harald. Un matin, il se réveilla avec la peau toute jaune, dure et craquelée, comme une vieille noix. Et le soir, il s'était changé en pierre. En pierre? Répétai-je, étonnée. En granit, oui, même, dit grand-mère. Je t'emmènerai le voir si tu veux. Ses parents le gardent toujours à la maison. Harald est une petite statue qu'on a placée dans le vestibule. Les visiteurs accrochent leur parapluie à son bras. Bien que très jeune, je n'étais pas prêt à gober n'importe quoi. Mais grand-mère parlait avec conviction, sérieusement, sans jamais sourire, sans un éclair de malice dans ses yeux. Aussi commençai-je à être très étonnée. Continue, grand-mère. Tu m'as dit qu'ils étaient 5. Qu'est-il arrivé au dernier dit? Veux-tu tirer une bouffée de mon cigare? Oh, mais non, je n'ai que 7 ans, grand-mère. Aucune importance, dit-elle. Si tu fumes le cigare, tu ne prendras jamais froid. Et le 5e enfant, répétai-je. Le 5e, marmonna ma grand-mère. Ce fut un cas très intéressant. Un enfant de 9 ans, nommé Leif, passait ses grandes vacances avec toute sa famille dans un fjord. Après avoir pique-niqué, ses parents se mirent à nager entre les rochers, et le jeune Lief plongea. Son père, qui l'observait, remarqua qu'il restait sous l'eau plus longtemps que d'habitude. Quand enfin il revint à la surface, Lief était devenu un marsouin. « Non, ce n'est pas vrai, m'écriai-je. Et si, c'était un ravissant petit marsouin, extrêmement amical. Il a été transformé en marsouin, dis-je. Absolument, répondit grand-mère. Je connaissais bien sa mère. Elle me raconta que Lief, le marsouin, resta tout l'après-midi avec sa famille et qu'il promena ses sœurs et ses frères à cheval sur son dos. Ce fut un merveilleux moment. Et puis Lief fit au revoir en agitant la nageoire. Il s'éloigna. On ne l'a plus jamais revu. Mais comment sa famille savait-elle que le marsouin était Lief? Parce qu'il parlait, répondit grand-mère. Il riait et plaisantait avec eux tout le temps. Ça a dû faire un drame dans la famille. Pas vraiment, dit grand-mère. Rappelle-toi que nous avons l'habitude de ce genre d'événements en Norvège. Les sorcières sont parmi nous. Il y en a même probablement une dans la rue, là, en ce moment. C'est l'heure d'aller au lit maintenant. Une sorcière pourrait-elle entrer dans ma chambre par la fenêtre? Demandai-je, frissonnant un peu. Mais non, répondit grand-mère. Une sorcière ne fera jamais des choses aussi stupides que de grimper le long des gouttières et pénétrer chez les gens par effraction. Tu seras en sécurité dans ton lit, ne t'inquiète pas. Allons, viens, je vais te border. Le lendemain soir, après mon bain, grand-mère m'emmena dans la salle de séjour pour me raconter la suite. Aujourd'hui, commença grand-mère, je vais t'apprendre les détails qui permettent de reconnaître une sorcière. À coup sûr, demandai-je. Pas vraiment, répondit-elle, c'est bien là le problème, mais cela pourrait être utile. Elle laissa tomber les cendres de son cigare sur sa robe et j'espérais qu'elle ne prendrait pas feu avant de m'avoir fait ces révélations. D'abord, dit-elle, une sorcière porte des gants. Pas toujours, dis-je, pas en été lorsqu'il fait chaud. Si, même en été, dit grand-mère, elle doit porter des gants. Et veux-tu savoir pourquoi? Bien sûr, répondis-je. Parce qu'une sorcière n'a pas d'ongles. Elle a des griffes, comme un chat, et elle porte des gants pour les cacher. Remarque que beaucoup de femmes portent des gants, surtout en hiver, donc ce détail est insuffisant. Maman porte des gants, c'est vrai, dis-je. Pas à la maison, dit grand-mère. Les sorcières portent des gants même chez elles. Elles ne les enlèvent que pour aller dormir. Mais comment sais-tu tout ça, grand-mère? Oh, ne m'interromps pas sans cesse, dit-elle. Écoute-moi jusqu'au bout. Ensuite, une sorcière est toujours chauve. Chauve, m'exclamai-je. Oui, chauve comme un œuf, poursuivit grand-mère. Quel choc! Une femme chauve, cela ne court pas les rues. Mais pourquoi sont-elles chauves, grand-mère? Mais ne me demande pas pourquoi, répliqua-t-elle. Mais tu peux me croire, aucun cheveu ne pousse sur la tête d'une sorcière. Mais c'est horrible! Oh oui, répugnant, dit grand-mère. Et si les sorcières sont chauves, lui dis-je, il est facile de les démasquer. Pas du tout, répliqua grand-mère. Une sorcière porte toujours une perruque. Une perruque de première qualité même. Il est à peu près impossible de distinguer sa perruque de véritables cheveux, à moins de lui tirer les cheveux. C'est ce que je ferais.
Ne sois pas idiot, dit grand-mère. Tu ne peux pas tirer les cheveux de toutes les femmes que tu rencontres, même si elles portent des gants. Essaye, tu verras ce qui t'arrivera. Alors ce que tu m'apprends ne peut pas me servir, lui dis-je. Aucun de ces détails n'est suffisant, dit grand-mère. Mais si tu remarques ces 2 détails réunis chez la même femme, c'est sûrement une sorcière. Remarque que le port de cette perruque pose un sérieux problème. Ah bon, quel problème? Une irritation de la peau, répondit-elle. Si une actrice porte une perruque, elle la met sur ses cheveux comme toi ou moi. Mais une sorcière pose directement sa perruque sur son cuir chevelu. Le dessous d'une perruque est toujours rugueux, ce qui donne une affreuse démangeaison. Les sorcières appellent cela la gratouille de la perruque. Et il ne s'agit pas d'une mince gratouillette. Y a-t-il d'autres trucs pour reconnaître une sorcière, grand-mère? Oui, observe les narines. Les sorcières ont des narines plus larges que la plupart des gens. Le bord de leurs narines est rose et recourbé, comme celui d'une coquille Saint-Jacques. Pourquoi ont-elles de si larges narines, demandai-je. Pour mieux sentir, répondit grand-mère. Une sorcière a un flair stupéfiant. Elle peut flairer un enfant qui se trouve de l'autre côté de la rue en pleine nuit. Elle ne pourrait pas me sentir, moi, lui dis-je. Je viens de prendre un bain. Détrompe-toi, s'écria grand-mère. Un enfant propre sent horriblement mauvais pour une sorcière. Plus tu es sale, moins elle te sent. Mais c'est absurde. Mais pourtant c'est vrai, dit grand-mère. Ce n'est pas la saleté que sent la sorcière, mais la propreté. L'odeur de la peau d'un enfant dégoûte la sorcière. Cette odeur suinte par vagues, ces vagues puantes, comme disent les sorcières, flottent dans l'air et viennent frapper leurs narines comme une gifle, ce qui les fait tituber. C'est ainsi, si tu ne t'es pas lavé pendant une semaine, ta peau est sale. Alors évidemment, les vagues puantes ne suintent pas avec autant de force. Oh, je ne prendrai plus de bain alors, dis-je. N'en prends pas trop souvent, dit grand-mère. Un bain par mois, c'est bien suffisant pour un enfant. C'est à ces moments-là que j'aimais le plus grand-mère. Mais grand-mère, lui dis-je, s'il fait nuit noire, comment une sorcière sent-elle la différence entre une grande personne et un enfant? Mais parce que la peau des adultes ne sent pas mauvais, répondit-elle, seulement la peau des enfants. Mais moi, est-ce que j'en peste? Pas pour moi, répondit grand-mère. Pour moi, tu sens la fraise à la crème, mais pour une sorcière, ton odeur est dégoûtante. Qu'est-ce que je sens? demandai-je. Le caca de chien, répondit grand-mère. Le caca de chien, criai-je, complètement abasourdi. Mais ce n'est pas vrai. Oh, il y a pire, ajouta grand-mère avec une pointe de malice. Pour une sorcière, tu sens le caca de chien tout fumant. C'est archi faux, m'écriai-je. Je ne sens pas le caca de chien fumant ou non. C'est un fait, dit grand-mère. Inutile d'en discuter. J'étais révoltée. Je n'arrivais pas à croire ce que venait d'affirmer grand-mère. Si tu vois une femme se boucher le nez en te croisant dans la rue, ajouta-t-elle, c'est sûrement une sorcière. Dis-moi vite un autre détail pour repérer une sorcière, demandai-je, voulant changer de sujet. Les yeux, dit grand-mère. Observe bien les yeux. Les yeux d'une sorcière sont différents des tiens ou des miens. Regarde bien la pupille toujours noire chez les gens. La pupille d'une sorcière sera colorée et tu y verras danser des flammes et des glaçons. De quoi te donner des frissons. Grand-mère, satisfaite, s'enfonça dans son fauteuil et rejeta une bouffée de son cigare qui empestait. Moi, j'étais assis à ses pieds, la regardant, fascinée. Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je vais vous proposer de me faire un dessin de quelque chose que vous avez retenu dans cet épisode. Ça peut être le dessin d'une sorcière, ça peut être un dessin qui représente l'un des enfants qui a disparu. Voilà. Et donc, ce qui serait bien, c'est que vous preniez en photo ensuite votre dessin et que vous me l'envoyiez sur mon numéro de téléphone, donc sur lequel vous avez reçu le lien de la chaîne YouTube. Voilà, donc j'attends vos dessins avec impatience. Je voulais juste vous préciser la signification d'un mot. J'ai oublié de vous dire qu'un marsouin, c'est un tout petit dauphin. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour la suite.